Alors, petite étude du bloc de traitement ou de conditionnement d'air. Donc, le groupe de conditionnement d'air donne la bonne pression et veille à ce que l'air qu'on utilise soit propre et éventuellement lubrifié. En bref, c'est un outil qui est aux petits soins pour l'installation pneumatique. Alors, pourquoi devons-nous prendre soin de notre air comprimé? C'est simple, parce qu'un air souillé cause des problèmes et des dégâts aux composants pneumatiques, qu'un air pur garantit le bon fonctionnement des composants connectés, tels que les vérins et les distributeurs. En d'autres mots, la fiabilité d'une installation pneumatique dépend de la qualité de l'air comprimé. Alors quel type de polluant va-t-on tenter d'extraire de l'air pour le rendre pur? Par exemple des particules solides, comme la poussière, la suie ou la rouille, venant de la tuyauterie. Ces particules peuvent abîmer les vérins et les distributeurs. On trouvera également de l'eau. Lors du refroidissement de l'air comprimé, il se forme une quantité importante de condensation. Et si l'air n'est pas asséché, les composants pneumatiques peuvent s'endommager ou mal fonctionner. Puis on trouvera également de l'huile, qui fait aussi partie des troubles faits. Même avec les compresseurs sans huile, de très fines brumes d'huile polluent l'air comprimé aspiré. Cette concentration d'huile peut boucher les parties pneumatiques sensibles dans les distributeurs et emporter la couche de graisse de protection dans les vérins. Donc vous l'avez bien compris, le but du jeu est d'obtenir une qualité d'air qui va correspondre à l'utilisation qu'en fera mon process. Et cette qualité d'air, elle va être définie selon une norme. Pour chaque application, chaque type de process, il va exister une qualité minimum à respecter. Et vous imaginez bien qu'on ne va pas avoir la même qualité d'air, par exemple, dans un labo photo que dans une installation minière. Ces différentes classes de qualité auront ensuite une valeur indicative dans les diverses applications industrielles que l'on rencontrera. La qualité de l'air comprimé dans une installation va donc dépendre de sa pureté. Celle-ci est déterminée par la quantité de particules solides, liquides ou gazeuses présentes après traitement. Alors, petite notion importante, jusqu'alors, je vous parlais de qualité d'air, mais en fait, il s'agissait bien sûr de la pureté de cet air, débarrassé donc de ces polluants, mais la qualité d'air dans la production d'air comprimé implique d'autres notions, d'autres facteurs, comme la stabilité de la pression de l'air produit, ou encore dans les systèmes le nécessitant, la lubrification de cet air. Pour tendre vers cette qualité, on va utiliser 3 matériels pneumatiques bien précis. Un filtre ou séparateur d'eau, un régulateur de pression, et puis un lubrificateur si nécessaire. On pourra dire que 95% des applications peuvent se contenter d'un filtre, séparateur d'eau et d'un régulateur de pression pour obtenir une qualité d'air suffisante. Le lubrificateur, quant à lui, n'est à utiliser que si l'application le nécessite vraiment. En supplément des matériels que je viens de citer, on pourrait ajouter un distributeur de mise en circuit à commande manuelle ou commande électrique, un distributeur de mise sous pression progressive et puis un capteur de pression. Ce bloc de traitement d'air s'appelle le FRL, F pour filtre, R pour régulateur et L pour lubrificateur. Alors commençons par le début, la fonction filtration. Donc le type de filtre à utiliser dépend de l'installation. Pour la plupart des distributeurs et des vérins, on utilisera des filtres standards dont les pores filtrants iront de 5 à 40 micromètres, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des applications. Si on utilise de l'air non lubrifié, il est conseillé d'utiliser un filtre de 5 micromètres. Car pour la pérennité des actionneurs et des préactionneurs, l'absence de lubrification sera compensée par une filtration plus rigoureuse. Ne perdons pas de vue que nous avons la possibilité d'utiliser des filtres plus fins, voire même pour les environnements très sensibles comme l'industrie alimentaire, des filtres au charbon actif qui retiennent jusqu'aux vapeurs et odeurs d'huile. Alors pour rendre l'air comprimé libre de toute pollution et d'humidité condensée, on doit placer sur l'alimentation de la machine un filtre séparateur d'eau. Il va combiner les deux principes de fonctionnement. Tout d'abord, le principe à cartouche filtrante, où finalement on va jouer sur la porosité de cette cartouche, et puis aussi la filtration par force centrifuge. Alors lorsque l'air comprimé entre dans le filtre séparateur d'eau, il est mis en rotation par des ailettes et projeté sur les côtés par la force centrifuge. Les éléments liquides et les plus grandes particules de poussière sont projetés à l'extérieur du tourbillon et récoltés dans le réservoir. On peut dire que grâce à cette méthode, 90% de la condensation ainsi que les plus grosses particules sont éliminées. Les condensats ainsi créés vont se retrouver par la force de la gravité dans la partie inférieure du réservoir. C'est pourquoi celui-ci est muni d'un robinet de vidange qui permet d'évacuer ces fameux condensats.
Il s'agira là de purger le réservoir de temps à autre afin d'éviter que les condensats s'accumulant soient emportés par le flux d'air. Les particules solides qui ne sont pas filtrées par la force centrifuge sont retenues par une cartouche filtrante à la sortie du module de conditionnement. Le degré de filtration des particules dépendra du type de filtre utilisé. Alors tout à l'heure, je vous proposais du 40 et du 5 micromètres, mais il en existe d'autres. Les impuretés ayant une dimension plus grande que les pores du filtre utilisé seront forcément retenues par ce filtre. Après un temps, les pores du filtre peuvent se boucher, se colmater, et le remplacement de la cartouche filtrante, dans ce cas-là, s'impose. La plupart des filtres que vous rencontrerez en industrie sont à purge manuelle. Néanmoins, si beaucoup de condensation est récoltée dans le réservoir d'un filtre, il est conseillé de remplacer le purgeur manuel par un purgeur automatique. Ceux-ci sont construits autour d'un système à flotteur qui viendra se soulever lorsque l'accumulation des condensats deviendra trop importante. Là où le niveau de pureté de l'air est réglementé par des normes plus rigoureuses que les niveaux traditionnels, comme par exemple dans l'industrie pharmaceutique, on pourra trouver des filtres fins de type 1 micromètre, voire ultra fins de type microfiltre de 0,01 micromètre. Contrairement aux filtres standards, ces filtres retiennent également les particules huileuses et humides. Alors, pour éviter une saturation trop rapide de ces cartouches filtrantes avec des microfiltres, on va placer généralement un filtre normal en amont du filtre fin, c'est-à-dire un filtre par exemple de 5 micromètres. Et puis, afin d'avoir une bonne visualisation de l'encrassement des filtres, il peut être intéressant de munir les différents filtres d'un manomètre qui indiquera en fait la chute de pression qu'il existera à travers la cartouche filtrante. Et pour finir, pour se débarrasser des polluants les plus fins, de type vapeur d'huile, il sera nécessaire alors d'utiliser des filtres à charbon actif. Ils bénéficient d'un degré de filtration plus grand et nous permettent de baisser, par exemple, une concentration d'huile jusqu'à 0,03 mg par mètre cube, c'est-à-dire c'est quasiment inexistant. Néanmoins, le charbon actif ne sera pas le remède à tout, car une fois le filtre saturé, il est difficile à régénérer. C'est pourquoi la cartouche filtrante sera à jeter après usage. Alors, ce qui sera intéressant à retenir sur la fonction filtration, c'est que le choix du filtre a une grande influence sur le bon fonctionnement de toute installation pneumatique. Un des critères de choix, ce sera la taille des pores de ce filtre. Cette mesure indique la taille maximum des différents polluants qu'on acceptera de retrouver dans notre réseau. Une cartouche filtrante fort encrassée continuera à filtrer l'air. Néanmoins, elle occasionnera une chute de pression. Il sera alors conseillé d'agir sur la cartouche filtrante. Souvenez-vous également qu'en présence d'un purgeur manuel, purgez le réservoir régulièrement, sinon l'accumulation des condensats pourra être emportée par le flux d'air. Et puis, dans le cas de condensats qui s'accumulent rapidement, on pourra toujours opter pour la solution d'un purgeur automatique qui permettra d'optimiser l'élimination de la condensation. Une fois cet air rendu propre à la consommation, et l'on parle ici de la consommation énergétique que vont faire nos process de cet air purifié, on va faire intervenir la fonction régulation. Donc le régulateur de pression, lui, il a pour but de gommer toutes les variations de la pression primaire et de rendre la pression de travail, ou alors la pression secondaire si vous voulez, constante et indépendante des variations des pressions qu'on trouvera sur le réseau d'alimentation. Alors il sera important de maintenir la pression de travail constante sur les installations de production, car les variations de pression vont occasionner des variations de vitesse sur les vérins et les moteurs pneumatiques. Le fonctionnement du régulateur de pression viendra s'articuler sur l'équilibre de plusieurs forces, notamment la force produite par un ressort de tarage que l'on viendra comprimer grâce à une molette de réglage, puis une contre-force produite par un ressort de rappel, et pour finir, les différentes forces liées aux pressions aval et amont jouant dans le régulateur. Rappelons que la pression de travail, c'est-à-dire la pression aval, est toujours inférieure à la pression amont. En effet, le régulateur n'est pas augmenteur de pression. Et si on déterminait sur la base de pression instable en amont, comment nous allons pouvoir réussir à obtenir des pressions régulées en aval grâce à une gestion d'équilibre et de déséquilibre des forces en jeu dans ce régulateur. Alors nous voici en présence d'un régulateur standard en vue de coupe. Celui-ci n'est pour l'instant pas alimenté en énergie pneumatique de puissance et donc non soumis aux forces de pression aval et amont.
Les seules forces cherchant à s'équilibrer à ce moment-là sont donc la force du ressort de tarage et la force du ressort de rappel. Mettons maintenant notre système en pression et regardons ce qu'il s'y passe. Alors comme vous pouvez le voir sur l'animation, l'équilibre des ressorts de tarage et de rappel vont permettre au clapet d'admission d'être dans une position ouverte où l'énergie pneumatique de puissance sera en capacité de passer. La chambre aval au clapet d'admission va monter progressivement en pression jusqu'à ce que les forces s'appliquant sur la membrane soient suffisantes pour comprimer le ressort de tarage et remonter le clapet d'admission. Cette remontée du clapet d'admission aura pour effet d'obturer la liaison qu'il existait entre la chambre amont et la chambre aval. C'est donc la membrane qui, sollicitée d'une part par le ressort de tarage et d'autre part par la pression dans la chambre aval, qui viendra gérer l'ouverture et la fermeture du clapet d'admission. Celui-ci a un rôle indispensable à notre régulateur, car il va permettre à travers son ouverture et sa fermeture la mise en pression ou non de la partie aval et donc la régulation de la pression au niveau de la chambre aval. Voyons voir maintenant ce qu'il va se passer lorsque notre système va consommer l'air sous pression de la chambre aval. On voit bien sur l'animation que la pression aval diminue et donc que les forces sollicitant la membrane du bas vers le haut vont diminuer également, ce qui va permettre au ressort de tarage, puisqu'il est moins contraint, de repousser le clapet vers le bas et permettre ainsi le passage de l'air comprimé de la cavité amont à la cavité aval afin de compenser l'air consommé par le système. Alors pour résumer, on pourrait dire que les forces sollicitant la membrane vont permettre au clapet d'admission de s'ouvrir et de se fermer et par là même d'autoriser la chambre amont à venir compenser l'énergie consommée par notre système. Alors tout semble aller pour le mieux, me direz-vous, mais que se passerait-il si la pression secondaire P2 ou pression aval de l'installation augmentait brusquement? Ou tout simplement si suite à un mauvais réglage on se retrouvait avec une pression supérieure à celle voulue et que l'on décidait de revoir à la baisse cette pression aval trop importante. Eh bien, notre régulateur est pourvu d'un système qui permet de pallier à cette problématique. En effet, dans ce cas précis, la pression va pousser fortement sur la membrane qui va fermer l'ouverture du clapet d'admission, mais également ouvrir un orifice d'échappement de correction qui se trouve sur la partie centrale de cette membrane. L'excédent de pression pourra s'échapper, protégeant ainsi notre système contre des surpressions éventuelles. Alors petit rappel au niveau des pressions de travail, on va distinguer deux types de pression, la pression absolue qui est une pression par rapport au vide absolu, et puis la pression relative qui est une différence de pression entre une pression de référence et la pression mesurée. Cette référence de pression sera généralement la pression atmosphérique. Pour rappel, cette pression atmosphérique fait à peu près 1 bar par rapport à la pression absolue, ce qui aura pour effet que la pression différentielle, dite aussi pression théorique, sera toujours retranchée de 1 bar par rapport à la pression absolue, quand la référence est la pression atmosphérique. Notre régulateur étant un appareil dont le fonctionnement est basé sur l'équilibre des différentes forces créées par les pressions présentes dans sa chambre amont et sa chambre aval, on parlera donc de pression différentielle ou pression théorique. C'est pourquoi la graduation du zéro sur le manomètre correspond en fait à la pression atmosphérique. En pression absolue, ce zéro correspondrait à peu près 1 bar. Alors selon le type d'industrie, la pression de travail sera légèrement différente. Entre 3 et 6 bars, on va trouver de la toute petite industrie avec des petites machines, puis entre 6 et 10 bars, on trouvera un usage normal, donc une industrie moyenne. Et après, au-dessus de 10 bars, là il va nous falloir quand même des moyens de production d'énergie pneumatique un peu plus conséquents, avec des étages de compression multiples. C'est pourquoi on sera plus dans une industrie lourde. Après avoir purifié notre air et pallié aux différentes variations de pression au sein de notre process, nous allons pouvoir, si nécessaire, lubrifier notre air. Notons tout d'abord que pour éviter le frottement et l'usure des pièces en mouvement des composants pneumatiques, on peut les protéger au moyen d'un lubrificateur. Donc, ce huiler va veiller à ce que l'air comprimé contienne un aérosol ou une brume d'huile, ce qui protège également de la corrosion. Les lubrificateurs travaillent principalement selon le principe Venturi. Ce système fonctionne autour de la différence de pression qu'il existe entre la pression amont du tube Venturi et puis la pression dans la partie étranglée du tube.
Ce delta de pression est utilisé pour aspirer à travers une paille trempant dans le réservoir les gouttelettes d'huile qui viendront se vaporiser dans le flux d'air comprimé, provoquant ainsi une bruine d'huile qui viendra lubrifier tous les composants qu'elle rencontrera sur son chemin. Alors, dans la pratique, le lubrificateur fonctionne de la manière suivante. Tout d'abord, l'air va parcourir le lubrificateur de la pression P1 vers la pression P2 et il va passer à travers ce qu'on appelle un tube Venturi. Donc lorsque l'air passe dans ce rétrécissement, au niveau du clapet, la vitesse du flux d'air va augmenter et créer une chute de pression au niveau P2 qui génère une aspiration. Cette aspiration va être utilisée au niveau du réservoir de lubrifiant. La paille qui trempe dans le réservoir va subir une différence de pression entre la pression P1 qu'il y a dans le bocal et la pression P2 qui est une pression inférieure, ce qui va acheminer l'huile jusqu'au sommet du lubrificateur où l'huile va s'écouler sous forme de gouttelettes à travers une chambre. Notons qu'une vis pointeau sera là pour pouvoir régler le débit d'huile et donc le pourcentage d'huile qu'on voudra trouver dans l'air lubrifié. Puis de cette chambre supérieure, l'huile sera acheminée à travers un canal pour finir par rencontrer notre air rapide et être pulvérisé à travers celui-ci. Une des composantes qui demandera l'intervention du technicien est le choix du débit d'air que va consommer notre process. En effet, le bon dimensionnement des composants d'une unité de conditionnement d'air est très important. Un élément sous-dimensionné laisse passer un débit insuffisant et occasionne une chute de pression trop importante, donc un système sous-alimenté. En revanche, si le composant est surdimensionné, il y a des chances que la force centrifuge dans le filtre soit insuffisante pour séparer l'eau et les autres impuretés. D'autre part, un lubrificateur surdimensionné ne lubrifie pas dans certains cas, vu que la chute de pression occasionnée dans le Venturi par un petit débit peut être insuffisante pour aspirer l'huile de lubrification. Le débit nécessaire est donc déterminant pour le choix de l'unité de conditionnement. En principe, on choisit une unité de traitement d'air qui est conçue pour faire passer 2 à 3 fois le débit de consommation moyen d'un process. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le traitement et le conditionnement de l'air comprimé. Merci à tous et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.